c'est quoi l'andropause? On peut avoir des bouffées de chaleur, on peut prendre du poids, perdre ses cheveux et ses poils, on peut avoir des problèmes de désir, d'érection, on peut avoir l'humeur qui vacille un petit peu. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est à votre santé sexuelle tous les mardis sur Beurre FM avec Nader Alami. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Parfois, je regrette qu'on ne fasse pas plus de télévision que ça. Parce que votre beauté ne passe pas à la radio aujourd'hui. Mon Dieu, ouais. Vous allez me rendre tout rose. Vous êtes tout rose. Ah, et c'est un look. Ah ouais. Ceux qui verront la vidéo comprendront. Ben oui, mais j'ai envie de fêter l'été approchant. Voilà, j'ai envie de dire aux gens, soyez heureux, soyez joyeux, c'est bon pour la santé sexuelle. Bon, du coup, j'ai démarré la caméra, comme ça on pourra profiter de vous. Bon, alors, Nader, on rappelle à tout le monde que vous êtes psychosexologue, vous êtes diplômé de l'école de sexologie de Paris et que vous avez fondé la nouvelle école de l'amour et du couple, ça s'appelle Célibirez-vous. Tout à fait. À côté de vous, Anne-Cécile Michelet est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous arrivez de Bretagne, vous êtes journaliste, autrice de tout ce que vous devez savoir sur l'andropause, mais que vous n'osez pas demander aux éditions Le Duc. Avec ce petit bandeau, 10% des hommes de plus de 50 ans sont concernés. La fin d'un tabou. Mais l'andropause, c'est une légende. Vous qui venez de Bretagne. Oui, c'est ce qu'on dit dans les chaumières. C'est une légende, mais quand même, je suis allée vérifier que ce n'était qu'une légende ou pas. Mmh. Et alors, de mon point de vue, c'est un peu plus que cela. Pour moi, ça ressemble quand même à une réalité taboue, mais une réalité quand même. Comment l'andropause arrive dans votre vie? Elle est arrivée dans mon lit, en réalité, avec mon compagnon. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'andropause. Je ne savais même pas que ce mot existait dans le dictionnaire. Et puis, je voyais mon compagnon qui était préoccupé par les changements de son corps. Et puis, un jour, il n'était pas super satisfait de son érection. Bon, ça arrive dans la vie d'une femme que son compagnon ne soit pas satisfait de son érection. Et parfois, qu'on ait des pannes. Pour moi, ça n'avait rien de dramatique. Donc, j'ai dû lui dire, c'est pas grave, ça reviendra. Comme en général, ça se passe. Et là, il m'a dit non, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est l'andropause. Je lui ai dit, c'est quoi l'andropause? Donc, il m'a expliqué ce que c'est que l'andropause. Et là, j'ai été atterrée, non pas par ce qu'il m'a raconté en termes de symptômes, mais par le fait que j'en avais jamais entendu parler et que c'était à ce point tabou. C'est ça qui m'a vraiment glacée en réalité. Et donc, vous avez fait ce que tout le monde fait dans ces cas-là. Vous allez sur Google, vous tapez andropause, et là, pas des masses d'informations. C'est ça, Google m'a dit qu'il avait trouvé 2 millions et quelques de liens. Donc j'ai cliqué sur les liens. En fait, il y avait... Mais il n'y avait rien dessus, pas d'infos. Ouais. Sauf, ça renvoyait, il y avait plein d'articles, mais en fait, c'était essentiellement sur la ménopause. Alors là, ça disait tout de la ménopause. Et tout en bas, oui, puis il y a peut-être une andropause, mais c'est pas sûr. Et puis ça concerne presque personne. Et puis ça vient très, très tard, etc. Donc, vous vous dites... Je vais mener ma propre enquête. Et vous êtes parti, donc, comme si vous étiez un homme d'ailleurs. Hein, vous êtes allé taper à la porte des spécialistes et puis vous avez interviewé des hommes, mais aussi des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que ce que j'entendais, alors donc j'ai interviewé des hommes sur ce qu'ils vivaient, parce que c'est ça qui m'intéressait. Au-delà du symptôme, c'est qu'est-ce qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux, qu'est-ce que ça a impacté en termes de doute, de peur, de désir, de frustration, etc. Et donc, ils m'ont parlé notamment de leur peur de décevoir, de leur doute d'être rejeté, etc. Et en les écoutant, je me disais, mais moi, si j'étais ta compagne, jamais je te quitterais pour ça. Il y a 1000 raisons de quitter un homme, mais pas celle-là. Donc, je suis allée interviewer d'autres femmes pour savoir si j'étais la seule à penser comme ça ou pas. Je ne vais pas être très élégant, mais votre... compagnon vous a quitté pendant l'écriture du livre, lui. Oui, vous l'avez pas quitté pour ça, mais lui, il vous a quitté. Ce sont des choses qui arrivent, livre ou pas. Mais vous l'écrivez dans le livre, hein, c'est pour ça que je me permets de révéler cette information. Alors, andropause, vous avez mené déjà une petite enquête étymologique et sur l'apparition du mot. À quel moment est-ce qu'il apparaît, ce mot? Alors, ce mot, il apparaît a priori pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, andropause, ça veut dire fin de l'homme. Andros,
l'homme, et pausis, la fin de l'homme. Donc c'est pas hyper sympathique comme définition. Donc je suis allée forcément voir qui avait eu l'idée tordue d'appeler ça comme ça. Alors, juste pour préciser, la ménopause, c'est la fin des règles. C'est ça. Voilà, donc vous voyez, c'est pas la fin des femmes, vous voyez, donc voilà. Et non. Et donc il y a un universitaire qui fait une thèse sur, pas juste sur l'andropause, il me semble, mais qui parle de ça. Et ce qu'il explique, c'est que le terme, pas les symptômes, ils étaient là avant, mais le terme, il est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, en Italie, de souvenir. Et Deuxième Guerre mondiale, Italie, c'était un moment où on avait besoin d'hommes forts pour aller se battre, parce que, surtout on manquait d'hommes déjà, parce qu'une partie était morte pendant la Première Guerre mondiale, et d'hommes forts, virils, machin, qui aient envie d'aller se faire massacrer au combat. Et donc, le terme avait ceci d'intéressant, c'est que d'un coup, on a inventé une maladie. Enfin, en tout cas, on mettait un terme sur quelque chose. Et il y avait une solution. Donc, on allait voir son médecin qui pouvait là nous donner de la testostérone. Voilà. Et je ne sais pas si ça réglait les problèmes personnels, mais j'imagine que ça donnait un peu plus de pêche pour aller se battre. Ça donnait un peu plus d'agressivité. C'est ça. Donc, c'est le moment où apparaît le mot. Comment expliquer que jusqu'à aujourd'hui, ce soit un mot qui ne soit pas plus popularisé que celui-là? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous-même, vous n'aviez jamais entendu parler du mot, mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler, qui nous écoutent ce matin et qui découvrent ce mot, andropause. Alors, aujourd'hui, on dit DALA. On ne dit plus andropause. Bon, moi, je dis... Le DALA. Oui, déficience... Là, donc ça doit être là. C'est là. Là, déficience androgénique liée à l'âge. Non, c'est déficit androgénique lié à l'âge. Alors c'est le DALA. Autant pour moi, c'est le DALA. Ouais. Donc, en médecine, on dit DALA, qui est le terme propre sur lui, on va dire. Il y en a un autre, le déficit de testostérone lié à l'âge. Oui, il y en a même un troisième, hypogonadisme. Alors, j'ai appris ce mot-là dans votre livre, ça a fait ma journée. Nader, vous connaissez? Non. Moi, je dis andropause. Ouais. Oui, moi aussi, je dis andropause. Mais en vrai, il est pas simple. Mais c'est vrai que déjà, les gens n'en entendent pas parler. Parce que c'est pas dans la culture des médecins. Vous allez rarement voir un médecin et il vous diagnostique une andropause. C'est tellement difficile à cerner que d'abord, il faut qu'eux-mêmes sachent ce que c'est. Et ensuite, quand vous parliez tout à l'heure de fin de l'homme, moi je vois ça plutôt, le contexte dans lequel ça apparaît me semble avoir beaucoup de relations avec cette expression horrible fin de l'homme, peut-être fin du monde en fait. On va tous y rester, on va tous mourir, on va tous s'entretuer, on est peut-être en train d'assister à la fin de l'homme. Mais l'andropause est associée aujourd'hui, quand on parle d'andropause, d'abord c'est pas la ménopause comme la ménopause chez la femme, puisque elle n'est pas inéluctable. Ça ne concerne pas forcément tous les hommes. C'est une minorité d'hommes qui peuvent être concernés par cela. C'est aussi, ça peut être passager, c'est-à-dire qu'on peut renouer avec de la testo qui revient, qu'on refabrique, si vous voulez. Et puis, ça peut ne jamais arriver. Alors que chez les femmes, la ménopause est un passage obligatoire. C'est la fin des règles, vous disiez, chez les femmes. Je crois que c'est la fin de l'aménorrhée, en fait. Voilà. Et c'est un déficit de plus en plus important chez l'homme, mais qui ne se fait pas aussi brusquement. Voilà, ça prend du temps, ça s'installe lentement. Ça encore, c'est une autre différence avec la ménopause. Enfin, de mon point de vue, il y a une baisse de la testostérone, et ça, pour moi, elle est. Je veux dire, c'est pas 10% des hommes, c'est à un moment, la testostérone va baisser. Tous les hommes. Alors, il faut expliquer à tout le monde ce que c'est que la testostérone et à quoi elle sert. C'est l'hormone sexuelle masculine. C'est ce par quoi l'homme connaît son élan, son excitation, son désir, mais c'est aussi l'hormone de la... ça sert aussi à l'épaisseur
osseuse, à la force physique. Ça sert à la survie. L'hormone, la testostérone, en réalité, sert à l'homme à sa propre, à cultiver son agressivité qui lui a toujours été nécessaire pour se fabriquer un espace de sécurité dans le milieu naturel où il évoluait. Bon, Nader, vous disiez tout à l'heure que les médecins diagnostiquent rarement une andropause. Mais est-ce que finalement c'est un syndrome médical qui est reconnu, l'andropause, Anne-Cécile? Ça dépend des médecins, je crois. Après, on peut tester, faire une prise de sang, une analyse de sang, je crois, et constater que la testostérone a baissé. Oui. Alors il faut en faire deux. Elle va pour deux. Voilà, parce que des fois, c'est une seule, ça peut être traître. Parce que ça peut revenir tout seul. Donc on en fait une, on attend un peu, on attend un mois, et on en fait une autre. Et puis il arrive qu'on constate que la testostérone est revenue, tout simplement parce que le type a changé un petit peu son mode de vie, s'est remis à l'activité physique, ou il a bien dormi pendant 15 jours, voilà. Après, donc, on constate que la testostérone a baissé, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des symptômes, tous les symptômes, et pour toujours. C'est ça la nuance, selon moi. C'est la testostérone va baisser. Après, si on est en bonne santé, c'est-à-dire, comme vous dites, si on fait attention à ce qu'on mange, à comment on vit, à sa psyché, à son mental, etc., peut-être on aura un problème. Dans les symptômes, celui qui préoccupe le plus, c'est celui de l'érection et du désir. En réalité, les autres, la calvitie, la prise de bide, oui, on n'est pas content, mais il n'y a pas péril en la demeure. Donc, pour en venir à mon histoire, peut-être on aura une érection qui, à un moment, va baisser, mais si tout va bien, si on n'est pas super angoissé à l'idée que ça se reproduise, elle reviendra peut-être. Donc c'est comment on prend tout ça, comment on le vit, et je pense comment on le parle aussi, parce que si on parle pas, on va vivre avec son histoire d'érection qui n'a pas marché, et là on peut angoisser de plus en plus, et là c'est le début de la fin, parce que si on a peur, ça va pas s'arranger. Voilà, alors on a employé plein de nouveaux mots ce matin, mais on parle de l'andropause jusqu'à 10h avec notre invitée Anne-Cécile Michelet, qui est journaliste et autrice de Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause. C'est une enquête qu'elle a menée vis-à-vis des professionnels de santé. Alors que ce soit les médecins, on va dire tradis, mais vous êtes allé voir les médecins plus à la marge de la santé naturelle, de la santé complémentaire, parce que c'est vrai que pour la prise en charge de l'andropause, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. J'aimerais que pour tout le monde, vous redonniez la définition de ce qu'on appelle l'andropause. C'est la baisse de la testostérone. Pour moi, c'est ça, l'andropause. Ce serait la définition la moins la plus acceptable, c'est ça? Oui, on va dire ça comme ça. Et la plus observable scientifiquement, c'est-à-dire après, comme on l'a dit, des prises de sang, on constate, effectivement, je disais tout à l'heure 2, pas seulement une, mais au bout de 2, on peut constater qu'effectivement, et qu'on constate 2 fois de suite que la testostérone manque à baisser. Voilà, c'est la définition parce que la plus observable scientifiquement. Bien, alors quels sont les symptômes, tous les symptômes de l'andropause? Alors on peut, ça ne veut pas dire qu'on va. On peut avoir des bouffées de chaleur. On peut prendre du poids, notamment au niveau de l'estomac. Au niveau du ventre, oui. On peut perdre ses cheveux et ses poils pubiens, notamment. On peut, pas tous, mais un peu. Quoi d'autre? On peut avoir des problèmes de désir. On peut avoir des problèmes d'érection. On peut avoir l'humeur qui vacille un petit peu. On peut avoir des problèmes de désir sexuel et puis dans la vie, je pense aussi parce que ça vient avec la crise du milieu de vie et que c'est un moment où on fait un bilan et qu'on peut avoir, au moment des bilans, il y a un moment de flou justement sur qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à là, où j'en suis, est-ce que c'était bien, est-ce que j'ai des regrets. Tout ça, ça vient interférer. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes aussi? Sommeil, on dort mal, on fait pas ses nuits.
Voilà, un peu plus c'est nu, oui. Oui, il y a l'homme qui est, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez juste à l'instant, parliez de bilan. J'ajouterais que, en fait, l'homme peut se trouver face à une espèce de... Tiens, je suis face à ma finitude. Là, je l'entrevois. J'entrevois ma finitude. Et donc, ma force déclinant. C'est-à-dire que l'homme se sent fort lorsqu'il se sait pouvoir avoir des enfants, même s'il n'en veut pas, mais se sent faible quand il se sent ne pas pouvoir en avoir. Quand il a cette idée qu'il ne peut pas en avoir et qu'il ne peut pas satisfaire sa compagne. Là, il y a quelque chose qui le déstabilise vraiment dans ses fondements et qui le laisse entrevoir. Voilà, c'est toute son identité qui est remise en cause. Ce qui ne l'aide pas justement pour la prise en charge. Je dirais un peu comme la femme en réalité. C'est un moment de bilan. Donc soit on se dit c'est le début de la fin et ça va pas s'arranger, soit on reconsidère ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire maintenant, et alors c'est un nouveau début. Et moi j'ai envie de le regarder plutôt comme ça. Pour moi, c'est aussi une chance, peut-être c'est le moment où maintenant on est grand, on a 50 ans, on a fait ses preuves sur un certain nombre de choses. On a fait une carrière ou pas, on s'est marié ou pas, on a fait des enfants ou pas. Enfin bon, tout le matériel, on va dire, et oui, on va dire matériel, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est celui qui me vient. C'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et notamment dans le couple, je trouve que c'est aussi un moment de re-questionner le couple. Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenir de nous, y compris dans notre sexualité ? Et est-ce que... Et c'est aussi le moment de re-questionner notre sexualité, d'ailleurs, qu'on nous a jamais enseigné, qu'on a tous appris, de façon consciente ou pas, sur le schéma du porno. C'est-à-dire, on a tous à peu près le même scénario. Je ne me demande pas comment vous faites l'amour, mais en gros, on sait à peu près le programme, tous, parce que ça allait de soi. On ne sait pas qui nous l'a dit. Mais notre génération, elle n'a pas du tout été impactée par le porno, en fait. Pas trop. C'était rare, les gens qui allaient voir des films porno. Enfin, fallait habiter dans une grande ville. Enfin, vous voyez, fallait aller au cinéma. C'est après quand l'accès aux cassettes vidéo, mais notre génération, elle n'a pas été. Oui, mais c'était le Playboy ou le Penthouse ou le Lui. C'était une façon assez une sexualité pour moi agressive extérieure. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis le porno. Vous voulez dire qu'on imposait un imaginaire à l'individu ? Que la sexualité est forcément pénétrante et elle a pour objectif une érection et une éjaculation, et après on dort. Et là, à 50 ans, enfin au moment où on est androposé, est-ce qu'on peut pas se questionner sur ce qu'on aimerait nous, perso, nous et notre partenaire ? Et moi, je trouve ça super créatif, intéressant, voire générateur de plein de nouveaux plaisirs qu'on peut peut-être découvrir. Oui, mais là, vous dites qu'il faut réinventer sa sexualité. Nader ? Oui, pourquoi pas, bien évidemment. Mais quand on parle de couple, et de couple donc enfin une relation qui se vit au quotidien, donc quand on est ensemble, quand on vit ensemble, si l'autre, si la partenaire, pour elle, la sexualité, c'est pénétration, on va pas la convaincre que non, la sexualité, ce n'est pas pénétration. Donc il va falloir trouver quelles sont les possibilités, quelle prise en charge adéquate pour aider l'individu à retrouver un petit peu toute sa vigueur. Peut-être, mais... Non, peut-être, ça veut dire non. Non, peut-être que pour certaines femmes, c'est forcément la pénétration, mais peut-être pas. Dans notre sexualité, en général, on parle de préliminaire. Cette histoire de préliminaire, ça voudrait dire c'est l'apéro avant le vrai truc sérieux. Mais en fait, on dit, les nanas, elles ont besoin de préliminaire. Peut-être qu'en fait, les nanas, elles ont besoin que cette partie, elle soit beaucoup plus grande
et qu'en fait ça s'appellerait faire l'amour, cette histoire que on appelle préliminaire. Et les préliminaires n'existent pas selon Nadia El Bouga, ça fait partie. Et dans les préliminaires, il n'y a pas pénétration. Justement, c'est le voilà. D'accord. Non, c'est pas ça. Je voulais juste qu'on reste sur l'andropause et après on parlera de cette partie-là. Je veux dire que comment on prend en charge l'andropause, puisque vous êtes allé à la recherche de tous les spécialistes qui pouvaient prendre en charge. Donc vous commencez par un urologue. Oui. Pourquoi c'est la première étape? D'abord parce que c'est le médecin en blouse blanche, c'est le docteur sérieux, on va dire. Et puis aussi parce que ça permet l'andropause. Bon, il y a des symptômes dont on a parlé, mais ils peuvent cacher des choses plus graves qu'on pourrait, à côté desquelles on pourrait passer en se disant c'est l'andropause. Donc on va aussi vérifier qu'on n'a pas quelque chose de plus grave, notamment des vaisseaux bouchés. Parce que des vaisseaux bouchés, ça peut aussi conduire à un AVC ou autre festivité sympathique. Donc, on va vérifier qu'on n'a pas un truc plus grave. Et comme ça, une fois que ça s'est évacué, on se détend et on passe à autre chose. Oui, mais c'est très important ce que vous dites parce que y a eu cette idée pendant longtemps qu'à chaque fois qu'il y avait un trouble sexuel, c'était en grande partie psychologique. Non, il faut d'abord toujours voir le côté médical. Organique. Le côté organique. On commence par le côté organique. On regarde effectivement s'il n'y a pas quelque chose de caché, s'il n'y a pas quelque chose de bouché, etc., etc. Et ensuite, si tout va bien, ça se fait parallèlement, enfin ensemble. On regarde aussi le côté psychologique. Donc une fois passé l'étape de l'urologue, on peut aller voir un sexologue, seul ou en couple, pour justement reconsidérer le couple et notre sexualité à deux, pour voir s'il n'y a pas des dossiers qu'on a laissés pourrir sous le lit, genre oui, il y a 10 ans, tu sais, bon, un sexo, c'est pas mal, on parle un peu. On peut aller voir un pharmacien qui va... Vous allez voir un sexothérapeute d'ailleurs. Moi perso dans ma propre vie ? Non. Non, enfin, vous faites parler quelqu'un qui est allé voir un sexothérapeute, en fait. Oui, j'ai interviewé 3 sexothérapeutes. Parce que sexothérapeute, c'est très large comme approche. Et je voulais comprendre un petit peu les différentes solutions qu'ils apportaient. Donc, voilà, j'en ai vu 3. Et ils sont chacun complémentaires. Et ça me semblait important parce que le livre, il est écrit aussi pour que chacun trouve sa solution. Moi, ce que je pense de l'andropause et comment on la règle, ça n'intéresse que moi, finalement. Mais je voulais faire le tour des possibles. De savoir ce qu'il y avait sur le marché. C'est ça, pour que chacun de mes lecteurs trouve la solution qui lui parle à lui, selon ses envies, ses besoins, sa façon de se remettre en question, son urgence à ce que ça s'arrange, et qu'est-ce que ça veut dire pour lui, ça s'arrange, etc. Donc voilà, donc j'ai vu des sexologues, j'ai vu des pharmaciens, j'ai interrogé la médecine chinoise, l'acupuncteur, le tantra, le yoga, le slow sex, la naturopathie, et il y a plein de solutions qui passent à peu près toutes quand même par faire attention à soi. Oui, parce que ce qu'on doit retenir de votre livre, mais ça on le dit dans toutes les émissions, c'est que le médicament numéro 1, c'est l'hygiène de vie. C'est ça. Et c'est pas un mot que juste comme ça. C'est pas juste pour que ce soit dit, pour que ce soit juste entendu. Non, entendu et appliqué. L'hygiène de vie, pourquoi ? Parce que, vous savez, on est dans notre nouvel environnement, et c'est une catastrophe. Les perturbateurs endocriniens font la loi. Donc, c'est pas pour arranger la santé sexuelle, la testostérone, la virilité des individus. Donc, l'hygiène de vie, au moins peut freiner un petit peu cela, et même nous aider à rebooster un petit peu la testostérone. Donc l'hygiène de vie, c'est quoi ? C'est bien dormir. C'est pas regarder le 6e épisode de votre série préférée entre 22h et 3h du matin. Non mais c'est devenu un mode de vie aujourd'hui. Les gens dorment de plus en plus tard. Je ne sais plus combien d'heures de sommeil on a perdu. Facilement 2h30 en 15 ans. C'est bien s'alimenter. Et moi, je préconise beaucoup de compléments alimentaires aussi.
de compléments alimentaires qui vont justement rééquilibrer un petit peu cette baisse du désir qui est due effectivement à cet environnement. Oui, et puis je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que Nader, sans dévoiler un secret, c'est que vous êtes un grand mangeur d'huîtres. Écoutez, évidemment. Et en Bretagne, je sais qu'on en a de très bonnes. Absolument. Pourquoi les huîtres ? Mais parce que les huîtres, c'est très connu. C'est fort en zinc et ça donne de la... Comment dirais-je ? Prenez 6 huîtres. Oui, Nader. Vous allez au marché. Oui. Vous allez voir le poissonnier. Oui. Vous lui demandez de vous ouvrir des 6 huîtres. Voilà. Et vous êtes refait. Et vous êtes refait dans les minutes qui suivent. C'est Carrément. bien connu. Ouais. Devant le poissonnier. Ah, moi, je fais ça devant le poissonnier. Oui. On parle de l'andropause ce matin, mythe ou réalité, avec mes invités, Nader Alami qui est là tous les mardis avec nous, et puis notre invitée s'appelle Anne-Cécile Michelet, elle est journaliste et elle vient de publier tout ce que vous devez savoir sur l'andropause, mais que vous n'osez pas demander aux éditions Le Duc. Il n'y a pas beaucoup de livres sur l'andropause, mais vous, c'est une enquête que vous avez menée auprès des professionnels de santé et des témoins, des femmes, des hommes. Et le livre est préfacé par le docteur Alouche, Réginald Alouche, qui est avec nous souvent le jeudi sur Beurre FM. À quel moment on vous parle du Viagra dans votre enquête ? Et qu'est-ce qu'on vous en dit ? Est-ce que les hommes, aujourd'hui, admettent qu'ils prennent du Viagra ? Non. Enfin, j'en ai pas trouvé. Si j'ai trouvé un témoin qui m'a dit clairement, je prends du Viagra. En fait, on m'en a parlé. J'ai interviewé une pharmacienne qui m'a parlé Viagra. J'ai interviewé des femmes qui m'ont dit, mon copain, enfin, on a testé avec mon conjoint, mon copain, mon mari, le Viagra. Je voulais interviewer des hommes qui prenaient du Viagra pour comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça leur faisait, etc. J'ai beaucoup ramé quand même pour trouver ce fameux témoin, y compris alors que leur conjointe ou ami ou ex m'avait dit « Va voir un tel, je sais qu'il en prend. » Mais un tel, il m'a dit « Non, pas du tout, jamais. Moi, tout va bien, ça fonctionne parfaitement. » Au quart de tour. Jamais. Non, jamais. Il y en a plus dans les pharmacies, mais personne n'en prend. C'est ça. C'est vrai. Alors, il y a des génériques, hein, notamment en Algérie. Fadil Belhamri, qui réalise cette émission, me donne régulièrement des marques de génériques. Hein, comment il s'appelle le générique algérien ? Il s'appelle Viactal. Viactal, c'est ça, Viactal. D'ailleurs, quand on tape Viagra, qu'est-ce qu'on a sur Google, encore une fois ? Au début, les premiers résultats, c'est acheter sans ordonnance. Oui. C'est intéressant, ça. Hein, ouais. C'est dangereux, surtout, oui. Souvent, les gens qui prennent du Viagra sans ordonnance ne suspectent pas l'effet contre-indication du produit. Ouais. Hein, donc, ils pensent qu'ils peuvent en prendre à tous les âges et pour toutes les expériences. Mais bon. Alors, nous, on va plutôt le déconseiller. Il faut plutôt faire ça suivi par un médecin, parce que j'ai pu voir aussi des hommes qui me disent, voilà, j'ai pris 300 grammes. C'est-à-dire qu'on prend le maximum, croyant qu'il n'y a pas possibilité que ça me fasse du mal. Mais si, ça peut être dangereux. Donc, on va plutôt le déconseiller. D'ailleurs, il y a un homme d'un âge certain dans votre livre qui en prend un tiers. Oui. Je pense que la dose, si on en prend, il ne faut pas prendre beaucoup. Sinon, parce que j'ai aussi j'ai des témoignages de femmes qui, elles, dans l'ensemble, elles n'ont pas aimé l'expérience. Alors, il faut expliquer pourquoi, messieurs, là, vous qui écoutez. Parce que, de ce que j'ai entendu, ce ne sont que des témoignages. Celle qui me racontait, notamment je pense à une, elle me disait, c'était comme une machine qui était entre mon mari et moi. C'est-à-dire, il a pris son petit cachet, on a attendu que ça monte. Après, c'était dur, mais dur, pas comme un sexe qui est dur, comme elle me disait, on dirait du métal, de la ferraille, qui est demandeuse d'action tout de suite. Donc, alors pour le coup, on passe les préliminaires et on y va. Et puis la machine, elle demande beaucoup. Elle disait à la fin, on avait tout donné et elle était toujours là, on attend à demander. Donc on attend. Donc ça résout un problème, une problématique, mais ça résout pas tous les problèmes en fait. Si on veut une érection, on a une érection. Après, si on veut de l'amour, du plaisir, de la sexualité
douce, amoureuse, tendre, je ne sais quoi, je ne suis pas sûre qu'on atteigne l'objectif. Ça dépend ce qu'on veut. Bon, c'est déjà bien que ça existe. Parce que le but, c'est que, vous savez, des fois, vous avez des hommes qui craignent la non-érection. Donc, ils ont besoin, si vous voulez, de cette béquille. Mais le but, c'est que ensuite le blocage se parte. C'est le cas de le dire, Nadia. Voilà, oui. Que ce blocage disparaisse et puis qu'il oublie même de prendre sa petite pilule et puis voilà, la machine repart. Ben voilà, heureusement quand même qu'il y a ça, mais voilà, avec avis médical, c'est quand même plus sérieux. Et puis vous pouvez ne pas. Alors pour ne pas se retrouver effectivement dans ce genre de situation un peu gênante, ce qu'on préconise aussi, c'est plutôt de prendre des doses plus faibles, mais régulièrement, même s'il n'y a pas d'activité sexuelle, de telle façon que ce vasodilatateur fasse son effet tous les jours un petit peu, régulièrement. Et puis quand on se retrouve en situation de faire l'amour, eh bien on est là, on est prêt, et ça donne moins cet effet de marteau-piqueur, de métal dont vous parliez. Bon, il n'y a pas de chiffres sur les hommes qui sont touchés par l'andropause. En gros, ça concernerait combien d'hommes ? L'éditeur, il a mis 10% sur la couverture. Sur la couverture, c'est la promesse, 10%. C'est ce que j'entends aussi, 10%, moins de 30%, j'entends. Mais après, ça dépend des âges. Parce que ce que l'on découvre aussi, je ne sais pas si vous dites dans votre enquête, c'est qu'on diagnostique ça aussi de plus en plus chez des hommes plus jeunes. Ça, c'est quand même problématique. Oui, alors ça dépend. Si andropause, c'est les symptômes ou si c'est l'histoire de la testostérone. Les symptômes, ils peuvent arriver plus tôt, ils arrivent de plus en plus tôt, notamment cette histoire d'érection. Et de ce que j'ai compris, c'est notamment lié au porno. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de porno accessible, mais au bout d'un clic. Et de plus en plus jeunes, les garçons notamment, regardent du porno. Et ça déforme leur mental, on va dire. Et après, ils ne peuvent plus avoir une érection sans avoir des images très violente et très trash sous les yeux. Et c'est-à-dire que la vraie vie, ça leur va plus, c'est ça ? Ça réveille plus chez eux leur imaginaire. L'excitation n'est plus au rendez-vous. Ouais. Et aussi, comme ils ont l'habitude de se masturber devant le porno, certains aussi n'arrivent plus à avoir un rapport physique sans mettre leur main, parce que leur main, elle s'est appuyée là où il faut pour que ça marche. Et ils ne peuvent plus avoir une sexualité normale. C'est-à-dire, c'est eux qui font tout le boulot. Et à la limite, que là où le partenaire soit là, c'est très accessoire. Dans votre enquête, qu'est-ce que vous avez compris qui fonctionnait dans la prise en charge de l'andropause ? La parole. La parole. Parole, alors que là, on est en train de parler de quelque chose qui est tabou. Oui, mais justement, il est peut-être temps de lever le tabou. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre aussi. Ça suffit, ça concerne tout le monde. C'est pas un péché, c'est le corps humain. C'est vrai que beaucoup d'hommes qui vous écoutent ce matin, ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle dit la dame ? Parce que de toute façon, Charlie Chaplin, il a dû faire des enfants jusqu'à 80 ans. Oui. Vous avez De Niro là aussi. Je crois qu'il vient d'avoir un bébé, non ? Oui. Ah, je suis pas au courant pour De Niro. On cherchait justement à rajeunir le Charlie Chaplin, De Niro. Ouais. Il a 83 ans. Donc les gens vont vous dire ça, ils vont dire mais là attends, qu'est-ce que vous racontez ? Puisque de toute façon les hommes peuvent avoir des enfants jusqu'à un âge avancé. Oui, mais on ne sait pas si Charlie Chaplin, il a eu son enfant avec une érection longue et puissante, ou s'il a mis une petite goutte de sperme. Et je vous dirais, mais ça, je vais lancer un autre débat, est-ce que c'était vraiment son gosse ? Je ne sais pas, il n'y avait pas de test ADN à l'époque. Enfin bref, c'est toujours le même vieux exemple de Charlie Chaplin. On vient de rajeunir ce matin, on est passé à Robert De Niro. J'en ai un autre qui est à mon avis, qui ne connaît pas trop les perturbateurs endocriniens. C'est un monsieur qui est un pygmée, donc au Cameroun, qui a 90 ans et qui vient d'avoir un enfant qui a 2 mois maintenant. D'accord, donc on a deux nouveaux exemples. C'est bien. Bon. Donc vous voyez, ce qui voudrait dire que les hommes peuvent avoir des enfants jusqu'à la fin. C'est ça qu'on dit. Enfin, dans la légende urbaine, c'est ce qu'on nous fait croire. Oui, mais est-ce que le but c'est d'avoir un enfant ? Enfin, c'est quoi là ? C'est de quoi on parle ?
Est-ce que l'objectif, c'est de se reproduire? Bon, c'est bien d'avoir un enfant. Peut-être c'est bien d'avoir un enfant à 82 ans. Je ne suis pas là pour en juger, mais on parle de sexualité, là. On ne parle pas de reproduction. Donc, ok, on peut faire un enfant jusqu'à pas d'âge quand on est un homme, mais est-ce que ça veut dire qu'on a une sexualité qui nous convient jusqu'à pas d'âge? Absolument. C'est pas du tout le cas. Effectivement, ça montre uniquement la différence entre la ménopause et l'andropause. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire pour autant que vous avez une sexualité qui vous satisfait. Voilà, si vous n'avez même dans l'éjaculation, si elle est passive plutôt que active, ça change la perception que vous avez de votre sexualité. Bon, vous parlez beaucoup de tantra dans votre livre, de slow sex. Pour ceux qui sont pas du tout informés sur ces pratiques, est-ce que c'est quelque chose qui peut convenir à tous les couples ou c'est un truc d'intellectuels qui passent leurs vacances en Inde? Alors, je suis pas sûre que ça convienne à tous les couples. Je pense que c'est intéressant à découvrir pour savoir ce que c'est, à peu près de quoi ça parle. En gros, ça parle d'une sexualité qui ne serait pas que pénétrante. Ça, c'est de façon factuelle, ça permet ça. Donc, si on a un problème d'érection, c'est pas grave parce qu'en fait, il y a plein d'autres parties du corps et il y a plein d'autres façons de faire l'amour que juste avoir une érection et pénétrer. Et après, si on est dans le tantra avec la spiritualité qui va avec, il y a une partie spirituelle, mais on la suit ou on la suit pas. Moi, j'en parle beaucoup dans le livre parce que les hommes que j'ai interviewés, notamment les hommes, oui, m'en ont beaucoup parlé. Ça semble être une des solutions qu'ils aient trouvées et qui les ait vraiment épanouis. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Oui, et puis c'est contourner les injonctions à la virilité. Absolument. Pour les hommes. Donc, mais il faut l'accepter. Vous savez, tout est une question de demande. Quelle est la demande? Effectivement, si vous avez des couples pour qui la demande est celle de découvrir, de s'ouvrir à d'autres façons de faire, de s'épanouir autrement, bien sûr. Mais vous avez, je vous parle de ma consultation, vous avez des femmes qui disent que s'il n'a pas d'érection, c'est qu'il ne me désire pas, c'est que je ne l'excite plus. Et là, on entre dans une autre problématique dans la relation de couple. Vous savez, ça dépend d'où on se place. Oui, ça peut. Ça peut parce que la femme elle-même, elle vit des changements dans son corps. On va prendre un couple qui a le même âge à peu près. Donc, pendant que l'homme il vit ses angoisses existentielles, la femme, elle aussi, vit sa ménopause avec... Peut-être elle a pris du poids, peut-être elle se sent moins femme, peut-être ceci, peut-être cela. Si l'homme ne bande pas en face, ça peut la fragiliser. Mais c'est là que je parle de parole, parce qu'on peut aussi se rassurer dans un couple. On peut aussi se dire « Je te désire tout le temps autant, je t'aime toujours, mais c'est ma problématique à moi. Est-ce qu'on peut en parler pour... faire quelque chose ensemble. Et trouver une solution ensemble. C'est ça aussi le couple, c'est ça ce à quoi doit servir le couple. On est ensemble parce que on va traverser de toute façon des difficultés et je compte sur ta présence pour m'aider. Absolument. Alors Anne-Cécile Michelet, je rappelle que votre livre vient de sortir, ça s'appelle Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause, mais que vous n'osez pas demander. Votre éditeur, c'est Le Duc, un des rares livres qui existe sur l'andropause. Je suis sûr que vous serez suivi, vous allez voir. Merci d'avoir été jusqu'à nous aujourd'hui. Merci Nader. Merci Philippe. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent les émissions de Beurre FM. Et puis vous verrez la captation de cette émission et la belle casquette de Nader Alami sur notre chaîne YouTube. Elle est drôlement belle cette casquette. Je peux dire qu'elle est collector. Okay. Voilà, yes. Vous verrez la vidéo et on débriefera et vous mettra en commentaire ce que vous pensez de sa casquette et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.